Bonjour madame, je vais juste demander de vous présenter s'il vous plaît pour les spectateurs qui ne vous connaissent pas. Bonjour, je suis Pauline Véron, adjointe d'Anne Hidalgo, chargée notamment de la jeunesse et des associations. Alors quel est le sens de cette soirée qui est organisée à l'invitation d'Anne Hidalgo ce soir en l'Hôtel de Ville de Paris? C'est tout d'abord évidemment pour saluer tout le travail qui a été accompli autour de ce projet Aladdin, montrer le soutien aussi de la ville de Paris en ce moment un peu où on va se poser, on va faire le point, on va célébrer tout ce qui a été fait et bien sûr avec le soutien de la mairie de Paris, de la maire de Paris. Vous attendez beaucoup de personnalités, combien d'invités? Il y a beaucoup d'invités, c'est un grand dîner, comme on sait le faire aussi à la mairie de Paris. On a la possibilité d'accueillir comme ça dans ces magnifiques salons des dîners justement pour célébrer des moments importants d'un certain nombre d'associations. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que ce soir, on va recevoir plusieurs centaines d'invités dans ces magnifiques salons de l'Hôtel de Ville. Merci beaucoup. André Azoulay. Vous êtes conseiller auprès du roi du Maroc. Conseiller du roi du Maroc. Conseiller du roi du Maroc. Ici, en ma qualité de membre fondateur du groupe Aladdin. Alors que représente le groupe Aladdin? Sans doute de nombreux gens ne le connaissent pas. Qu'est-ce que ce groupe, monsieur? Ce groupe a fait des choix qui sont ambitieux, difficiles, complexes et exaltants. Il est le seul, à ma connaissance, à faire converger islam et judaïsme pour dire au monde juif et au monde occidental ce qu'a été le rôle, la place, l'extraordinaire modernité dont ont fait preuve un certain nombre de pays musulmans et arabes au moment de l'Holocauste. Et cette dimension de la Shoah est malheureusement très largement méconnue et Aladdin est là pour justement la faire prévaloir et avoir une démarche pédagogique pour que le monde sache. Et l'autre axe de notre groupe Aladdin, c'est de résister au négationnisme. Et notamment au négationnisme quand il pointe le nez dans le monde arabo-musulman. Puisque nous sommes nés, vous le savez, au lendemain de la conférence sur le négationnisme que l'Iran a organisée il y a une dizaine d'années à l'initiative de celui qui était le président à l'époque, Ahmadinejad. Et nous avons été nombreux à dire que nous serions là devant tous ceux qui seraient tentés d'identifier l'islam à cette démarche scélérate. C'est aussi simple que cela. Les temps sont difficiles, hein, la situation géopolitique est très complexe. C'est pas compliqué justement de réunir des gens de bonne volonté, de faire passer votre message? C'est encore plus compliqué, c'est pas simplement des gens de bonne volonté. Cette démarche, elle est à la fois difficile parce qu'il y a l'ignorance des uns et des autres sur ce qu'a été la réalité de cette dimension que j'évoquais tout à l'heure entre islam et judaïsme. Et elle est difficile parce que nous sommes aussi dans un temps et dans un espace qui sont ceux de l'archaïsme et de la régression. Et nous sommes tous sauf cela. Mon nom c'est Gassama Kemadou, imam dans le 20e. Alors vous êtes ici avec toutes ces personnes qui veulent le rapprochement entre les peuples, les cultures, les religions, c'est bien ça? C'est ça, nous travaillons avec l'imam Chalgomi qui est le président des imams de France. Voilà. C'est important pour vous de rencontrer des gens de toute culture, pas seulement dans le monde musulman, y compris des juifs, des catholiques. C'est important, c'est tant difficile, le rapprochement entre les cultures religieuses? Oh, c'est pas difficile si on veut. Parce que vraiment, c'est quelque chose de très important aussi, il faut le faire. Car sans cela, on ne peut pas se comprendre. L'islam, c'est quelque chose de très bien pour toutes les personnes. Donc les musulmans sont là. Bon, tout ce qui est là, comme ce qui concerne de malveillance, de terrorisme, ça, ce n'est pas de l'islam. Oui, votre message, je veux dire,
l'islam n'est pas une religion de la terreur comme certains essaient de le faire passer. Ça, c'est loin de l'islam. C'est pas l'islam. C'est des gens qui ne comprennent même pas l'islam, qui parlent au nom de l'islam, qui n'ont même pas le droit de le faire. Voilà. Alors bonjour monsieur, présentez-vous pour les gens qui ne vous connaissent pas. Bonjour, Gilles Clavreul, j'ai 43 ans, je suis préfet et il y a quelques semaines, j'occupais les fonctions de délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la lutte contre la haine anti-LGBT. Beaucoup de travail en ce moment dans notre société actuellement. Oui, je crois que, oui, bien sûr, les tensions qui traversent la société française, les sociétés occidentales en général sont présentes. Et évidemment, on le perçoit dans des moments de crise ou de grand traumatisme, comme ça a été le cas à la suite des attentats. Mais au fond, ces questions-là, elles sont sous-jacentes dans la société. Elles se manifestent de beaucoup de façons. Les replis identitaires, la percée des communautarismes, l'extrême droite qui progresse. Et donc, il y a tout un travail politique, en réalité, au sens le plus noble du terme, à accomplir pour permettre à la société de se retrouver elle-même, de se connaître et de se comprendre. Qu'est-ce qui explique ces replis communautaires dont vous me parlez? On a l'impression que, par exemple, les années 70 étaient beaucoup plus tolérantes. Qu'est-ce qui fait que depuis des années, une dizaine d'années, on a finalement une grande violence due au terrorisme, mais qu'est-ce qui explique cela, pardon? C'est la situation géopolitique. Comment vous l'analysez, vous? Alors en même temps, il faut relativiser, parce que vous disiez les années 70 étaient plus tolérantes, c'était vrai, et en même temps, on connaissait jusque d'ailleurs les années 80 et même 90 des phénomènes de violence raciste, par exemple, extrêmement brutaux, qui n'existent presque plus aujourd'hui. En tout cas, ce ne sont plus les mêmes. Mais par exemple, vous aviez encore dans les années 90 ce qu'on appelait encore des ratonnades. Et ça, c'est un phénomène qui, fort heureusement, a disparu. Alors, on a en revanche des violences de nature antisémite extrêmement fortes. Et puis, on a quelque chose qui, par définition, n'existait pas avant. C'est la haine qui se répand sur Internet et les réseaux sociaux. Donc, des phénomènes nouveaux. Je crois les homosexuels également qui subissent ce qui ne subissaient plus depuis de nombreuses années. La violence homophobe qui est revenue comme une espèce de contre-réaction à la progression des droits, à la meilleure reconnaissance par la société, hein, et pas seulement par l'État et par les institutions de la liberté dans la vie de couple, de la liberté amoureuse, mais ça engendre aussi des phénomènes de rejet et de violence. Voilà, donc il faut traiter tout ça. Et en fait, vous me demandiez quelle est la raison de cette progression. Alors c'est très difficile, hein, parce que les causes sont multiples, mais ce qui est certain, c'est que partout où le politique recule, partout où il renonce à prendre en main, justement, à prendre en charge ces interrogations, ces doutes, ces peurs, ces conflits identitaires, eh bien partout, ce sont des entrepreneurs identitaires qui progressent à la place parce qu'eux, ils ont les réponses. Voilà. Donc c'est à nous, les républicains, les démocrates, les gens qui sont pétris des valeurs humanistes, c'est à nous de reprendre ce terrain, de ne pas le laisser aux extrémistes. Beaucoup de spécialistes disent également que les situations économiques difficiles et de crise, notamment dans lesquelles nous vivons depuis de nombreuses années, sont des facteurs de repli sur soi de chaque communauté et de tension. Disons que ça n'aide pas, évidemment, quand certains quartiers sont plongés dans le chômage, que ça dure, que ça touche les générations les unes après les autres et qu'on a l'impression qu'on ne s'en sort pas, c'est sûr que ça n'aide pas. Mais d'un autre côté, si vous regardez bien la situation de certains pays européens où le chômage est frictionnel, prenez l'Allemagne, prenez l'Autriche, prenez la Suède par exemple, vous voyez que ces phénomènes-là ne les épargnent pas non plus complètement. Alors ils se déploient d'une façon différente parce que chaque pays a son histoire propre et ses spécificités, mais enfin ils existent partout. Ça veut bien dire que cette question des identités, cette question de la capacité à vivre ensemble, elle est saillante partout. Voilà. Donc, et un peu indépendamment des facteurs socio-économiques, même si indéniablement ils jouent. Bonjour Reza, vous êtes photographe mondialement connu. Vous êtes à Paris pour une réunion, je dirais, de rapprochement entre les communautés, les peuples, les religions. C'est essentiel dans notre monde d'aujourd'hui. Comme vous avez dit, je suis un photographe. Et malheureusement, ces 40 dernières années, j'ai passé beaucoup dans les zones de guerre et conflit et de voir combien les différentes religions, les différentes communautés, ils font la guerre et ils se battent entre eux. Or, en réalité, l'essence de l'humanité, c'est une seule. Il n'y a pas de deux humanités, il y a une seule humanité. Et le fait que ce message de dire que nous pourrons vivre ensemble, nous pourrons avoir chacun
sa religion, chacun sa pensée, mais que ça ne nous empêchera pas de rester ensemble, de vivre ensemble. C'est quelque chose de très important pour moi. Et répandre ce mot tolérance, quelque part, ce mot vivre ensemble, c'est surtout aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe dans le monde, c'est d'une importance extraordinaire. C'est pour ça que je suis présent ici et répandre ce que je vois sur terrain, les guerres, les conflits, et aussi la possibilité que c'est possible de vivre en paix ensemble. Alors c'est possible, mais vous qui êtes un homme de terrain, êtes-vous optimiste? Je suis très optimiste par rapport à l'avenir de l'humanité parce que on a... Vous êtes un des seuls, hein, c'est rare d'avoir des gens optimistes aujourd'hui dans notre monde. Peut-être parce que j'ai vu trop d'atrocités et aussi, dans le même temps, j'ai vu aussi la résilience de l'être humain. Et c'est cette résilience que je vois dans les moments de guerre et de conflits et la grandeur de l'âme, des fois, des êtres humains qui me montrent qu'on est beaucoup encore loin dans ce qui est perfection, mais on va y arriver parce qu'il y a cette force dans l'homme, dans l'humanité. Tirza. Je m'appelle Lassana Pachili. J'ai fait un acte naturel d'hypercachère. Qu'est-ce qui s'est passé à l'hypercachère? Racontez-nous très rapidement. Tout le monde sait ce qui s'est passé, mais vous étiez à l'intérieur? Ouais, j'ai dit ça plusieurs fois, mais ça n'a rien de répéter tout le temps. Bon. Alors qu'est-ce qui explique aujourd'hui votre présence ici? Ma présence, c'est maire adjoint de Montreuil qui m'ont invité aujourd'hui pour que je sois là parmi les invités. Là, je suis honoré d'être parmi les invités, je suis content. Bon, aujourd'hui, ce thème de rapprochement entre les religions, entre les peuples, c'est quelque chose qui vous tient à cœur maintenant? Oui, ça tient à cœur parce que là, c'est en plein débat. C'est là qu'on a besoin pour l'instant, surtout actuellement, tout ce qui se passe au monde. On a besoin de toutes les religions ensemble pour que tous puissent vivre ensemble. C'est ça qui est plus important. En cette période d'attentats et période difficile, vous trouvez que le vivre ensemble est compliqué dans notre société, dans nos sociétés? C'est très compliqué actuellement parce que les problèmes d'attentats, c'est une sorte de nous séparer, mais soit on essaie de nous s'approcher, nous rassembler, nous partager nos idées ensemble. C'est ça qu'il faut. Il faut qu'on soit tous unis ensemble, toutes les religions, toutes les communautés soient ensemble. C'est ça qu'il nous faut, c'est ça qu'on a besoin pour l'instant. Merci beaucoup. Bonjour monsieur, je vais vous demander de vous présenter. Vous êtes le responsable des scouts musulmans de France, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Je suis le chargé des relations extérieures des scouts musulmans de France. Alors, quelles activités font les scouts musulmans de France? Les mêmes activités que les scouts catholiques? Que faites-vous? Voilà, donc nous on fait les mêmes activités, le socle commun, le scoutisme, c'est pareil pour tout le monde. On fait des activités en forêt, on s'occupe des enfants de 7 à 21 ans, on est un organisme formateur BAFA aussi, et BAFD. On aide les jeunes à être autonomes et débrouillards. Combien existe de scouts musulmans en France? En France, sur toute la France, on est 3000 jeunes, 3000 enfants, tout à fait. Et combien d'opérations annuelles faites-vous? Beaucoup d'opérations. Là, on a un camp d'été, il y aura 3 camps d'été entre juillet et août. Il y a des activités pendant toute l'année. On organise une Umrah pour les handicapés aussi, pour les personnes à mobilité réduite. Et donc là, il y a un dîner de gala qui sera organisé le 11 juin à Paris. Donc vous êtes tous les bienvenus. Voilà, et les personnes à mobilité réduite aussi qui savent pas, qui n'arrivent pas à y aller faire leur Umrah, ils peuvent venir avec nous aussi. Alors comme nous sommes dans une soirée qui est à l'invitation de Anne Hidalgo, la maire de Paris, sur le rapprochement des peuples, des religions, est-ce que vous avez des contacts avec les scouts, je dirais, traditionnels, les scouts catholiques? Est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce que vous organisez des choses ensemble? Quels sont vos contacts avec les scouts? Nous, on travaille tout le temps ensemble. On est dans la même fédération, la fédération du scoutisme français qui regroupe les scouts et guides catholiques qui sont catholiques, comme leur nom l'indique. Il y a les éclaireurs unionistes qui sont protestants. Il y a les éclaireurs israélites qui sont juifs. Et donc, on est dans la même fédération et on joue ensemble, on fait des choses ensemble, on fait des formations ensemble. Donc, pour nous, c'est quelque chose de normal. Et de se retrouver ici à l'invitation d'Anne Hidalgo, c'est quelque chose de normal aussi pour le rapprochement des peuples parce qu'on travaille beaucoup sur ça. Et pour le vivre ensemble aussi, c'est important que ces jeunes de toute religion puissent se voir, faire des camps, travailler? Tout à fait. Le vivre ensemble est très important pour nous. Et d'ailleurs, nous, on a fait
la journée internationale du vivre ensemble. Ce qu'on a fait, ce qu'on appelle la déclaration de Paris, sur laquelle on incite toute l'humanité à faire une pétition pour que cette journée internationale du vivre ensemble soit réelle. Parce qu'il y a la journée internationale du chocolat, de plein de choses, mais pas du vivre ensemble, ce qui est paradoxal. Donc on incite tout le monde, tous ceux qui sont là, tous ceux qui nous écoutent, d'adhérer à cette idée. Merci. Bonsoir Monsieur Klarsfeld. Qu'est-ce que le vivre ensemble dans notre société aujourd'hui? Vivre ensemble, c'est accepter la tolérance, restreindre ses préjugés, accepter les défauts des autres, savoir qu'on a soi-même des défauts, mais aussi en même temps accepter certaines valeurs qui sont des valeurs fondamentales dans la société, comme le respect des femmes, la liberté, il y a quand même des fondamentaux qui doivent être compris par tous. Et en même temps, il faut accepter certains petits défauts des uns et des autres. Voilà. Ces valeurs sont-elles en recul pour vous dans notre société? En d'autres termes, la société dans laquelle nous vivons était-elle plus tolérante il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans? En tous les cas, il y a quelques milliers d'années, elle était moins intolérante, puisque l'homme de Cro-Magnon, quand une autre tribu venait, Jusque-là, mais je pense spécifiquement, j'ai posé la question à d'autres personnalités aux années 70, qui étaient peut-être plus tolérantes. Quand vous regardez les documentaires animaliers, vous voyez que quand il y a beaucoup de saumon dans la rivière, les ours qui pêchent se tolèrent très bien les uns et les autres. Quand il y a moins de saumon dans la rivière, eh bien, il y a des tensions qui se créent. On est dans une société où il y a une crise du chômage, un changement de société aussi dû à l'immigration, donc ça bouleverse les habitudes des gens et c'est pour ça qu'il faut être ferme sur les fondamentaux. Alors je suis le Cheikh Bentounès, fondateur du Scout musulman de France et d'Europe, et je représente aussi Aïssa, c'est-à-dire l'association Sophia Alaouia, qui est une ONG auprès de l'UCOSOC aux Nations Unies. Parlons un petit peu du scoutisme. Oui. Vous avez tout à l'heure vos responsables ici. Oui. Est-ce que le scoutisme est un engagement qui facilite le rapprochement du jeune, de peuple, de cultures et de religions différentes? Eh bien, écoutez, le scoutisme en fait ses preuves. Il a déjà un siècle d'histoire, et les scouts musulmans de France ont 26 ans, plus de 26 ans. Donc, il y a un travail sur le terrain, et ce que le scoutisme aujourd'hui nous a montré, c'est que le vivre ensemble entre nos jeunes est possible. Parce qu'il y a eu des camps ensemble, il y a des échanges sur le plan humain, mais sur aussi le plan spirituel. Échanger, se comprendre, se connaître, et pour du vivre ensemble, passer au faire ensemble, afin de construire un monde l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre. Je ne peux pas être autrement. Je pense que tout être humain qui porte en lui la flamme de l'amour et de la fraternité humaine, de la dignité et de la solidarité, doit rester optimiste jusqu'à ce qu'il quitte ce monde. Là, j'ai vu avec Marisa, on ne peut pas être ensemble, c'est la table d'honneur, donc toi tu fais le passage. Moi j'étais un autre Ah d'accord. Oui, vous avez vu alors, enchanté. Comment on est-il?
Where do you come from? Monsieur le Président de la République, Nicolas Sarkozy, Monsieur le Ministre, Boubou Cissé, Madame la Directrice Générale de l'UNESCO, chère Irina Bokova, Monsieur le Grand Rabbin de France, Chaim Korsia, Monsieur le Président du CRIF, Francis Khalifa, Monsieur le Recteur de la Grande Mosquée de Paris, cher David Boubaker, Madame la Présidente du projet Aladdin, chère Anne-Marie Grefkolevski, Monsieur le Président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, très cher David Rothschild, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, chers amis, il me revient le délicat honneur d'accueillir ce soir à l'Hôtel de Ville le projet Aladdin qui fête ses 10 ans en excusant l'absence d'Anne Hidalgo qui est, comme on vous l'a déjà expliqué, retenue auprès du président Vladimir Poutine. C'est un délicat honneur qui m'est fait, mais c'est un immense plaisir pour l'Hôtel de Ville d'accueillir le projet Aladdin. Le projet Aladdin parce que nous n'oublions pas qu'en 2011, un magnifique voyage à Auschwitz s'est tenu où nous avons emmené nos élus parisiens et la maire de Paris, Anne Hidalgo, à Auschwitz autour du projet Aladdin. Parce que ici, à l'Hôtel de Ville, nous savons bien ce que représente, ce que fait, ce que constitue le projet Aladdin, les milliers de formations, d'enseignements, de la Shoah, de la tolérance qui sont prodiguées à travers le monde, dans toutes les langues, en français, en arabe, où l'on communie, on partage, on s'éduque à la tolérance. Et nous savons bien qu'autour d'Aladdin, autour de la question du racisme, autour de la question de l'altérité, autour de la question de l'autre, se joue une question de civilisation qui n'est pas que française, mais qui l'est tellement, qui n'est pas celle du passé, y compris quand on parle de la Shoah, mais qui est la clé de l'avenir et de l'émancipation et de la fraternité entre les peuples. J'ai déjà été trop long et je ne veux pas l'être davantage. À cette tribune vont se succéder d'éminentes personnalités que je vous demande d'accueillir en notre nom, à commencer par la plus prestigieuse d'entre elles, l'invité d'honneur, évidemment, Monsieur le Président de la République, Nicolas Sarkozy, que je remercie d'avoir bien voulu assister à cette soirée. Bonne soirée à toutes et à tous. Longue vie au projet Aladdin. Grâce à cette présentation multiple, j'ai trouvé le moyen de me faire applaudir 3 fois. Je vous en remercie. Je voudrais saluer Anne Hidalgo. Je suis sûr que le message lui sera transmis puisque c'est un message d'amitié. Je voudrais saluer la présidente du projet Aladdin, saluer Madame la Directrice Générale de l'UNESCO, Monsieur le Président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Mesdames et Messieurs, ce soir je ne suis pas venu parler politique. En tout cas, au sens où on l'entend habituellement, puisque la politique, dans son caractère partisan, que j'ai tant aimé, c'est fini. Je suis venu pour une raison, pour Aladdin, et pour célébrer à vos côtés les 10 ans de sa création. Parce que j'adhère pleinement aux objectifs d'Aladdin. Durant toutes mes années de vie politique, j'ai constaté dans de si nombreux pays, du Moyen-Orient, d'Afrique, et malheureusement aussi en Europe et chez nous, en France, la méconnaissance, la déformation, l'obstination de la négation de l'extermination des Juifs par les nazis. Négation qui s'avance d'abord masquée, qui peu à peu s'affirme et finit par s'exprimer dans la presse, à la télévision, sur Internet naturellement, sur les réseaux sociaux, dont on ne dira jamais assez
qu'au-delà des qualités qu'il représente, le déversoir d'un jus et d'idées infâmes qui sont répandues complaisamment pose un problème à notre démocratie, dans les livres et jusque dans les universités. Cette négation, c'est intéressant. Elle est d'abord insidieuse. On se contente d'émettre des doutes, de tout petits doutes, des doutes techniques, puis des doutes comptables. On doute d'abord sur des détails, si je peux oser l'expression, avant de douter sur l'ensemble et de finir par nier la vérité en bloc. Tous ces doutes tuent de milliers de coups d'épingle le souvenir de ceux qui ont été exterminés en masse dans les camps de la mort. Alors la souffrance reçue en héritage par tous ceux qui restent, de ceux qui ont survécu, leurs enfants ou leurs petits-enfants, alors cette contestation devient insupportable. Ce constat l'a fait comme toute conscience honnête et rigoureuse devrait le faire. Mais constater ne suffit pas, il faut agir, et c'est donc ce que vous avez décidé. Vous avez constitué une équipe de combat, femmes, hommes, différentes cultures, différentes religions, différentes convictions politiques. Nous en sommes un échantillon ce soir, unis par un objectif commun, éradiquer le mensonge, faire taire les préjugés et détruire les contre-vérités. À tous ceux qui nient, vous allez donc leur montrer ce qui s'est passé. Vous êtes partis dans une longue marche pacifique, en France, mais aussi en Algérie, au Maroc, en Belgique, en Irak, en Iran, en Turquie, pour que la vérité historique ne soit plus bafouée. Convaincus que l'histoire de la Shoah concerne tout le monde. C'est d'abord les Juifs, toujours les Juifs, mais après eux, c'est tous les autres. Et c'est un très mauvais signe quand on touche à un Juif parce qu'il est Juif, pour tous les autres. Parce que les autres, c'est juste après. L'histoire de la Shoah concerne donc tous les peuples. Car les génocides sont le résultat des idéologies de la haine, des totalitarismes, qu'ils soient fascistes ou collectivisme, et du racisme. Vous avez traduit de nombreux livres, vous avez réussi à diffuser dans tout le monde arabo-musulman jusqu'au film Shoah de Claude Lanzmann. Vous avez organisé quantité de séminaires. Vos universités d'été ont réuni des centaines d'étudiants et de professeurs. Et vous avez vaincu un scandale absolu qui aurait pu être le boycott académique. C'est peut-être là votre plus belle victoire. Comment défendre la vérité si elle peut être niée dans les temps du savoir. Et dans quelques instants, vous allez récompenser les meilleurs étudiants. Aladin a donné à tous une leçon de vie. Vous avez franchi un pas supplémentaire parce que vous avez plongé dans l'histoire commune des Juifs et des musulmans, dans les pays arabes. Vous avez fait appel à des historiens de renom, juifs et arabes. Et leurs ouvrages incontestables viennent agrandir la librairie du monde. Et vous avez ouvert un autre front qui n'était pas plus facile, celui de nos écoles, chez nous en France. J'ai vécu de près la tragédie de Montauban et de Toulouse, de nos jeunes soldats, de ces enfants et de ce père de l'école Zaratora à Toulouse. Dans trop de classes, nous voyons un antisémitisme nourri par l'antisionisme. C'est trop facile de masquer l'antisémitisme derrière l'antisionisme, quels que soient par ailleurs les désaccords qu'on peut avoir avec le gouvernement israélien. Eh bien vous, les amis d'Aladin, vous faites partie
d'une garde avancée. Chacun à notre manière, nous avons tenté de réconcilier les juifs et les musulmans, mais quand même, la réalité de l'histoire du monde juif et du monde musulman, c'est une réalité partagée pendant des millénaires. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Que des juifs et des musulmans ne peuvent pas vivre ensemble. Toute l'histoire de l'humanité, c'est le mélange de leurs deux cultures. Imagine-t-on l'Orient sans juifs? Je veux rappeler ici, ce ne sont pas des Arabes qui ont exterminé les Juifs, ce sont des Européens. Et que ce n'était pas au Moyen-Âge, c'était au XXe siècle. Et il faut expliquer aux jeunes immigrés que la France est leur pays et qu'ils doivent lutter avec la même force contre toute forme de racisme qui touche un juif ou qui touche un musulman. L'État n'est pas resté inactif, il n'est pas resté impuissant. La première arme de l'État, c'est l'interdiction. Et je veux dire devant les amis d'Aladin que la démocratie, ce n'est pas autoriser n'importe qui à dire n'importe quoi, n'importe quand. La démocratie, ce sont des règles. Et interdire, c'est une des noblesses de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas la possibilité de tout faire. La démocratie, c'est le respect des victimes. La démocratie, c'est le respect des principes de la République. Et quand on ne respecte pas les principes de la République, on est sanctionné. La démocratie, c'est le droit d'exiger que l'on ne tienne pas des propos offensants, racistes, antisémites, anti-musulmans. Ce ne sont pas des propos qui participent du débat d'idées, ce sont des injures. Et on n'a pas le droit de bafouer les gens en démocratie. La République a le droit d'interdire par la loi et de condamner par la loi. C'est ce que j'ai toujours voulu comme ministre de l'Intérieur, puis comme chef de l'État. C'est ce qu'ont fait mes prédécesseurs, c'est ce qu'a fait mon successeur, et je n'ai aucun doute sur l'engagement du président Macron en ce sens. Même si c'est la seule allusion que je ferai, nous n'avons pas la même vision de certaines réalités historiques qui peuvent faire débat entre nous. Je suis le premier à reconnaître que le crime contre l'humanité n'est pas la propriété exclusive des Juifs. Quand on pense aux Arméniens, et quand on pense à ce qui se passe pour les chrétiens, à ce qui se passe pour les chrétiens aujourd'hui. Mais je ne crois pas qu'on puisse confondre une guerre coloniale aussi cruelle qu'elle a parfois pu l'être et l'extermination planifiée d'un peuple. Pas davantage que l'accusation de racisme ne peut être utilisée pour anéantir tout propos contraire aux intérêts d'une communauté ou d'un groupe d'intérêts. Pour vous dire que je n'ai pas changé, qu'on ne vienne pas m'expliquer que certains jeunes de nos quartiers ont toutes les excuses du monde pour rendre la vie des autres impossible dans ces banlieues, au nom, c'est selon, du conflit israélo-palestinien, je ne vois pas ce que ça vient faire, ou de la non-repentance par la France de la guerre d'Algérie, voire les deux. C'est une dérive compassionnelle que je n'ai jamais acceptée. L'État, me semble-t-il, a un second devoir, c'est faire vivre ensemble les religions et les croyances qui s'expriment sur son territoire, dans le respect de la laïcité. Peut-être vais-je défendre des idées que vous ne partagez pas tous, mais je n'aime pas le mot communauté, parce qu'il traduit la division. Je pense qu'il n'y a qu'une seule communauté, la communauté nationale. Je lui préfère le mot diversité. C'est un principe politique fondateur de la France. Au même titre que l'égalité, la fraternité et la liberté. Où est la fraternité si on conteste la diversité? La diversité, j'ai voulu qu'elle soit reconnue en France, en organisant l'islam de France. Un certain nombre d'amis se trouvent ici. Je fais confiance à l'islam de progrès, indépendant de tout État et de tout financement étranger. Elle est bien difficile à définir, cette identité française, mais elle est dans le préambule de notre Constitution. Elle est dans les principes généraux de notre droit, elle est dans nos cœurs. Je veux affirmer que c'est aux derniers arrivés de s'adapter aux usages
de ceux qui les précèdent. C'est comme ça qu'on construit une civilisation. De même, je n'ai pas peur d'affirmer que si notre République est laïque, notre société n'a pas à l'être et que la religion, ses cultes, ses pratiques font partie intégrante de notre vie sociale. Rien n'interdit aux cloches de sonner. Ça ne met pas en cause la laïcité. Rien n'interdit aux juifs de porter la kippa, aux musulmans de jeûner en période de ramadan. Rien n'interdit la publicité des cultes dès lors que ces pratiques ne sont pas contraires à l'ordre public et aux lois de la République. Je veux rappeler ici que seuls les États totalitaires ont interdit les cultes ou les ont confinés à une simple pratique strictement domestique. Je veux dire, parce que c'est ce que je crois profondément, attaché que je suis à la République laïque, mais je crois profondément que les religions participent à la vie sociale, qu'elles ont un rôle culturel, et que le fait religieux, depuis que l'homme est homme, est considérable, et que je n'assume pas toute religion aux dérives fanatiques et sectaires d'une bande de barbares. Je voudrais en conclusion m'exprimer en 2 mots sur les événements que nous avons vécus à propos du terrorisme. On ne combat pas le fanatisme, on ne combat pas l'intégrisme en combattant la religion. On combat l'intégrisme et le fanatisme en favorisant une idée ouverte et tolérante de la religion, en acceptant les différences. Peut-être est-ce un sujet de débat entre nous. Après tout, le débat de si peu de choses. Et pour moi, les grandes religions ne sont pas un obstacle au progrès. Les grandes religions ne sont pas un facteur d'obscurantisme. Et je précise que je ne suis pratiquant d'aucune religion. Et ceux qui soutiennent l'idée selon laquelle tout le mal viendrait des religions feraient bien de se souvenir de ce qu'était l'humanité avant que le judaïsme et le christianisme, par exemple, ne viennent marquer l'histoire de notre civilisation. Je voudrais leur demander s'ils regrettent les jeux du cirque, s'ils regrettent les cultes rendus à des hommes divinisés, ou encore les sacrifices humains. Je voudrais vous rappeler que les 2 grandes idéologies sans Dieu du XXe siècle, le nazisme et le stalinisme, construits sur la lecture folle de Nietzsche et de Marx, ainsi que leur triste succédané asiatique, Pol Pot, sont à l'origine des pires massacres de l'histoire de l'homme. Ce sont les terroristes qui agissent au nom d'un Dieu qui les souille par leurs crimes, qui sont nos ennemis. Ce sont eux que nous devons combattre. Ce sont eux qui exécutent. La haine vient rarement des peuples. Elle vient des dirigeants politiques ou religieux qui utilisent ou manipulent les peuples, qui utilisent leur peur, qui utilisent leur misère au service de la haine. Nous sommes, que cela plaise ou non, face à une guerre contre la civilisation que nous incarnons et dont nous sommes les héritiers. Et la noblesse de notre combat, c'est de transmettre à nos enfants au moins autant en termes de civilisation que nous avons reçu de nos parents. Notre ennemi, c'est l'État islamique et tous ceux qui veulent tuer au nom d'un islam dévoyé, auquel faiblesse nous est permise. Le choc est frontal, c'est tout simplement la barbarie opposée à la civilisation. La stratégie n'y en a qu'une seule, la fermeté. Dans notre pays, et je le dis avec toute l'amitié que j'ai pour mes amis, l'islam de France doit assumer ses responsabilités. Et c'est parce que je vous aime que je vous le dis. Parce que quand on est un ami, on dit les choses. Pas plus que les autres, mais pas moins. Le combat contre le terrorisme concerne naturellement les musulmans de France. Car les terroristes agissent en utilisant leur nom. Nous devons mener le combat pour un islam inséré dans la République. Et si les musulmans de France ne combattent pas, s'ils ne mènent pas ce combat, je vous le dis, personne ne le fera à leur place. Qui mieux qu'un musulman de France peut se lever pour dire cette présentation de l'islam par l'État islamique est
est un sacrilège. Je ne suis pas musulman. Un musulman peut se lever pour l'islam. Il doit se lever. Les musulmans de France ne doivent pas tolérer des imams dont les prêches sont contraires aux principes de la République. Je connais des imams dans cette salle qui sont si courageux qu'on doit les protéger par la police de la République. C'est un scandale. Non pas qu'on les protège, mais qu'ils doivent être protégés. Il faut fermer les mosquées, au sein desquelles sont tenus des propos contre la France et contre ses principes. Toute dérive communautariste doit être prohibée. Jamais je n'assimilerai l'islam terroriste. Jamais je ne redirai naturellement les musulmans dérivent d'une minorité haineuse, assoiffée de sang, se repaissant de la barbarie. Sur ce point, je rejoins Aladin. Je veux saluer les responsables musulmans présents ce soir. Ce sont d'abord vos voix qui feront taire celle de l'extrémisme. Si la Shoah présente un caractère unique dans l'histoire mondiale, l'esprit de destruction d'un peuple, d'une race, d'une communauté ou d'une classe sociale, lui, n'est pas unique. Les nazis voulait un homme ethniquement pur. Le stalinisme voulait un homme socialement pur. Quand l'homme est le début et la fin de l'histoire, il n'a plus de limite. Lorsque des islamistes citent jour après jour les chrétiens d'Orient pour les faire disparaître, c'est la même volonté folle qui est à l'œuvre. Ils sont les descendants de ce qui s'est passé sur le territoire européen au milieu du XXe siècle. Éliminer l'autre pour permettre à la terreur de régner sur tous, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou juifs. Car c'est bien là le projet toujours recommencé, le projet des totalitaristes du XXe siècle, qu'ils aient pour nom nazisme, fascisme, stalinisme, maoïsme, polpotisme, imposer la terreur pour créer un homme nouveau, conforme à des préceptes de fous, qu'ils soient idéologiques, sociaux, politiques ou religieux. Un homme à ce point anéanti et torturé qu'il ne soit plus en mesure d'offrir une opposition, voire simplement une alternative à un projet fou, car totalitaire. C'est la raison pour laquelle la terreur s'attaque toujours à ce qui fait l'identité de l'autre. Elle s'attaque d'abord à ses origines, qu'elles soient ethniques, nationales, religieuses, à sa langue, à sa culture. On s'attaque surtout à son passé, pauvres Arméniens. Car c'est ce passé, cette histoire, dans son immense richesse et sa formidable diversité que les fanatiques veulent toujours éradiquer. Ce que veulent les fanatiques, c'est imposer une vision téléologique de l'histoire. Pardonnez-moi ce terme, il exprime une idée simple, qui a laissé croire que l'histoire de l'humanité répond à un projet préétabli et que ce projet, ils ont été désignés par Dieu ou par le peuple ou par une pensée quelconque pour le réaliser, et le réaliser naturellement par la terreur. Je ne dis pas que l'humanité ne répond pas à un dessein, c'est là l'affaire de la foi ou de la conviction. Je dis simplement que personne ne peut prétendre accomplir ce dessein par la violence et par la terreur. Chacun est libre de croire que Dieu a un projet pour le monde. Chacun est libre de croire que l'histoire a un sens qui passe par la dictature du prolétariat. En revanche, personne n'a le droit de se faire l'instrument de cette volonté et de se transformer en ange exterminateur. C'est pour cette raison que votre initiative est belle, car à la volonté de détruire toute conscience en extirpant tout ce qui lui permet de s'exercer, vous ne combattez pas seulement l'oubli de la terreur passée, vous défendez l'avenir des nouveaux germes de la terreur dont on constate malheureusement qu'il trouve encore tellement de terrain fertile. Voilà pourquoi j'étais heureux, au-delà de nos différences, de partager cette soirée avec vous, conscient que ici, nous portons des valeurs de civilisation et que jamais nous devons accepter, si touche la soit, de baisser la tête face à la haine, à la violence, à la bêtise si brutale, quelle que soit
le nom ou le visage qu'elle emprunte. Je vous remercie.